Donc, Monsieur Olivier Baudelet, en représentant de la Commission européenne, si vous voulez bien vous asseoir à mes côtés. Monsieur Josep Canals, secrétaire général de MedCities, que está Cherran. Señor Monsieur Metcop, voilà, il s'installe. Donc voilà, vous vous installez ici même. de la collectivité de Corse, Madame Mauperti, et Monsieur le député européen, je vous en prie, Monsieur Alfonsi, et enfin, en représentation de la présidence et des représentants de l'Eurorégion, Monsieur Sébastien Denaja. Donc, nous avons respecté le timing. On va essayer de maintenir ce timing-là. Deuxième table ronde qui aura comme objet principal d'échanger avec nos partenaires, nos institutions européennes ici présentes, ainsi que les territoires voisins de la Méditerranée et aussi de l'Europe. On les remercie chaleureusement d'être avec nous. Et le sujet majeur de cette table ronde est la réflexion sur le rôle de l'Eurorégion, des alliances stratégiques que cette Eurorégion devrait avoir dans le cadre de la réflexion d'une stratégie macro-régionale à la Méditerranée, et au-delà, donc, de réfléchir sur l'avenir de ce bassin avec des angles de vue différents. Je vais tout de suite poser la première question, et je le remercie, M. Baudelet, qui représente la Didier Regio, expert longue date sur les questions transfrontalières de coopération macro-régionale, mais aussi d'urbanisme, et en son grade et qualité, de nous dire que pense la Commission de cette réflexion sur la stratégie macro-régionale et quelles pourraient être les alliances stratégiques que l'Eurorégion pourrait mener pour aboutir, ou en tout cas pour participer de cette réflexion? Merci. Alors, bon, déjà, la première idée qui est importante de souligner, c'est qu'effectivement, on a besoin d'une coopération dans la Méditerranée. C'est une zone fonctionnelle de par sa géographie, avec plein d'éléments partagés, de par son histoire, de par sa culture, de par les intérêts partagés aussi, hein, les flux, les complémentarités, les interdépendances. Et aussi, c'est une région qui a un potentiel de coopération assez important, que ce soit dans le domaine de l'environnement, avec le changement climatique, avec la biodiversité, notamment la biodiversité marine, les plastiques dont on parlait tout à l'heure, l'énergie, que ce soit la production d'énergie ou la mise en réseau des différentes sources d'énergie, l'éducation, les transports, notamment les ports, le désenclavement des îles, le transport propre en général, l'économie avec peut-être des chaînes de valeur ajoutée entre les différents partenaires, et la santé. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est vraiment de dire, oui, effectivement, c'est bien de coopérer au niveau de la Méditerranée, on en a besoin, et c'est quelque chose qu'on encourage. Le deuxième point, c'est par rapport à votre question, la stratégie européenne, macro-régionale pour la Méditerranée. Et là, j'ai la chance de pouvoir dire que ce n'est pas à la Commission d'initier, ni même d'encourager une telle stratégie, puisque la demande doit venir des États membres au travers du Conseil européen. Vous savez, le Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement. C'est eux qui donneraient mandat à la Commission de faire quelque chose, et c'est eux donc qui demanderaient à ce qu'il y ait une stratégie européenne pour la Méditerranée. C'est ce qui s'est passé pour les 4 stratégies macro-régionales européennes que l'on a. Et il faut évidemment un soutien unanime et clair. Et pour ça, il faut pouvoir démontrer la valeur ajoutée d'une telle stratégie macro-régionale européenne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une approche intégrée sur la macro-région qu'est la Méditerranée? Pourquoi on a besoin d'une coopération politique? Et aussi, pourquoi les structures existantes et tout ce qu'on a actuellement n'est pas suffisant? Alors, nous, ce qu'on peut faire à la Commission, c'est partager notre expérience. Et notre expérience, il y a 2 points importants. D'abord, pour la préparation de la stratégie macro-régionale, il faut savoir que ça dure plusieurs années. Parce qu'il faut d'abord un consensus politique entre les États membres,
avec éventuellement les pays tiers, hein, ça dépend quelle est la configuration, mais ça peut être une option, avec les régions, bien sûr, les organisations intergouvernementales et les différents acteurs qu'il y a dans la Méditerranée. Une fois qu'on a le consensus politique, il faut réfléchir à des actions concrètes. Parce qu'une stratégie macro-régionale, ce n'est pas une instance de discussion. Enfin, c'est bien de discuter, mais c'est avant tout l'objectif d'avoir des actions concrètes avec des résultats et d'améliorer les choses pour la vie quotidienne des citoyens. Et ça, il faut réfléchir. Est-ce qu'on a peu d'actions? Est-ce qu'au contraire, on a un champ qui est plus large? Et comment avoir un consensus? Comment avoir le soutien? Et puis aussi, dans la Méditerranée, il y a déjà des organisations de coopération qui existent. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire en un sens, parce qu'il y a une certaine concurrence, hein, si je puis dire. Il y a WestMed, où il y a quand même 10 pays de l'ouest de la Méditerranée, et il y a l'Union pour la Méditerranée. Alors ça, c'était le premier élément pour la préparation. Le deuxième élément pour la mise en œuvre, notre expérience à nous, c'est que c'est du sérieux. C'est-à-dire que ça nécessite vraiment un gros engagement. Un engagement d'abord en termes de gouvernance, au niveau politique, bien sûr, mais aussi au niveau technique, et j'irais même jusqu'à dire au niveau opérationnel, parce qu'encore une fois, on veut des résultats concrets pour les citoyens. Un engagement aussi au niveau des ressources humaines, c'est comme partout, il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent le travail. Donc, c'est un engagement d'abord de la part des partenaires, des différentes régions, des organisations, mais aussi un engagement parce qu'il faudra un secrétariat pour faire le travail au jour le jour. C'est un engagement aussi financier. Évidemment, il faut des ressources financières, tant pour le fonctionnement que pour la mise en œuvre des projets. Et ça implique évidemment aussi le FEDER. On sait que ce n'est pas toujours facile, que les régions ne sont pas forcément toujours ouvertes, mais c'est important. Et puis enfin, un dernier élément qu'il faut, c'est la patience. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement important que forcément, ça prend du temps. Merci, Monsieur Delia. On reviendra tout à l'heure pour la perspective. Passo ora a Josep Canals, qui parle. Nous parlerons avec monsieur qui a deux chapeaux. Il est coordinateur actuellement de Merco Palens. Qu'est-ce que c'est? Quel serait l'intérêt de cette stratégie en écoutant les paroles de notre camarade et comment arriver avec les alliances et les stratégies de l'Eurorégion pour, comme dit M. Godet, mettre en marche cette idée de stratégie euro-régionale. Bonjour, je suis très content d'être dans la ville de Toulouse, pays d'Occitanie, et vous adresser quelques mots en occitan que j'aime tant. J'ai beaucoup de plaisir à être ici. Notre vision de MedCities, et c'est la praticité. Le réseau de mairies communes méditerranéennes de 17 États de 3 continents qui travaillent ensemble, et souvent nous voyons ce côté pratique et utile à nos membres, à nos communes, travailler ensemble, travailler sous un instrument de coordination dans un niveau multiniveau, multithématique, multicontenant. Travailler ensemble est important pour les changements dont nous avons besoin. Les Nations Unies disent qu'on est dans l'époque de l'implémentation. Et si nous voulons que les changements et les défis qui sont énormes, crise climatique, crise humanitaire, sécheresse, et tout ce qui en dérive socialement, économiquement, environnementalement, nous devons travailler ensemble. Cette macro-région donne beaucoup de force parce que nous homogénéisons les contenus et nous faisons les mêmes efforts. Et il y a beaucoup d'institutions qui travaillent pour la Méditerranée, mais elles ne travaillent pas de manière coordonnée. Elles travaillent pour les mêmes objectifs, mais pas de façon coordonnée. Donc, pour casser cette inertie, nous, les institutions qui travaillons depuis Barcelone, la Catalogne, et MedCities, qui est multi-ville de la Méditerranée, ou l'Union économique de la Méditerranée, nous trouvons à travailler à destination de projets, mais pas à l'origine. Nous avons voulu casser cette dynamique
de ne pas être en compétition, mais travailler ensemble, avec MedCities, 2 eurorégions, l'Arc latin et la conférence de région périphérique maritime, on a travaillé ensemble et on a pu visualiser ce multiniveau. Il me semble essentiel, comme la conférence des régions périphériques, c'est travailler dans tous les aspects de la Méditerranée. Si nous avons tous en tête, d'un point de vue européen, de travailler pour la biodiversité, pour dignifier les mouvements humains, pour réduire la pollution, protéger la biodiversité dans nos mers. Et nous ne devons pas le faire seuls, isolément, mais ensemble de tous les côtés de la Méditerranée. Cette approche macro-régionale, approche qui a un coût partagé par toutes les institutions différentes, nous donne une force pour travailler sur la diversité, mais pour que les choses aillent plus vite aussi. Parce que nous sommes en retard sur les défis il y a au moins 30 ans que nous avons des preuves. J'ai étudié la biologie dans les années 90 et on savait déjà qu'il y avait le changement climatique. Et aujourd'hui, à peine on commence vraiment à y travailler, à avoir des instruments puissants pour résoudre ce problème-là. Between Poland, Germany, and you are from Czechia, and you are l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, et vous avez un parcours de coopération territoriale entre régions, et vous semblez être très éloigné du bassin méditerranéen, mais au jour le jour, vous voyez ce que nous faisons au niveau macro-régional en Europe. Quelle est votre vision des défis et des opportunités liées à la macro-régionale, la stratégie macro-régionale, et nous donner peut-être des pistes pour nous aider dans ce domaine au niveau du bassin méditerranéen? Merci de m'inviter. Si vous continuez à m'inviter, je vais peut-être finalement arriver à parler votre langue. J'en parle 6 autres, mais l'occitan et le catalan n'en font pas partie. Mais merci beaucoup. Nous admirons le travail que vous faites ici au niveau régional. De ma perspective, de mon point de vue, c'est différent. Je viens de la partie centrale de l'Europe et les distances sont proches. Votre eurorégion est 10 fois plus grande en termes de superficie et de nombre d'habitants que ma petite eurorégion, mais on a 16 fois plus de membres comme les chambres de commerce, les universités, etc. Donc, on a une coopération différente. Mais pour faire un commentaire général sur la stratégie, de mon point de vue, une approche stratégique est toujours meilleure qu'une approche au coup par coup. Dans la République tchèque, quand beaucoup de gens sont athées, ce qui n'est pas le cas ici, mais dans la Bible, il dit qu'il n'y a pas de vision, les gens périssent, les gens meurent. Donc, il a besoin d'avoir une vision claire. Et j'étais impliquée 2 fois dans le développement de notre stratégie pour notre région et pour la stratégie avec l'Europe en termes de coopération, et c'est un processus unique. Et même ce processus aussi important que la stratégie elle-même, parce que dans le processus, vous devez identifier les bonnes personnes, les bons acteurs, les bons participants avec les compétences clés qui sont nécessaires au même niveau. Vous avez besoin de connaître les autres points de vue des partenaires. Vous arrivez à un consensus et à une meilleure compréhension. Et c'est la valeur de la stratégie, que ce soit une macro-stratégie de l'Union européenne qui vienne des membres du Conseil, ou si vous décidez de vous attarder simplement à votre propre stratégie, loin de la macro-stratégie de l'Union européenne, ça n'a pas d'importance. Mais seul le processus est important.
vous avez les bons acteurs et vous identifiez vraiment le besoin sur le terrain. Si vous avez ça, la stratégie peut être concrète. On arrive à des projets concrets et on a des résultats concrets. Merci, Papa, pour votre vision et votre ajout. Madame, Du Parlement de la collectivité corse, mais surtout ici, titre de membre du Comité européen des régions et aussi de la COTER. Votre vision en tant qu'élu d'une collectivité, représentant cette collectivité et les régions, au Comité des régions, étant une île centrale comme l'est notre île des îles Baléares, vous êtes aussi avec une vision centrale en Méditerranée. Quelle est votre vision, mais aussi votre priorité par rapport à cette stratégie et comment vous la voyez pour qu'elle puisse aboutir si vous pensez que c'est le moment et pourquoi maintenant? Bon, d'abord, permettez que je salue l'ensemble de l'assistance, que je remercie aussi la présidente Delga, le président Aragonès, la présidente Armengol pour cette invitation. Je suis vraiment ravie et touchée d'être avec vous parce que je pense que le peuple corse, comme l'ensemble des populations de toutes les régions ici représentées, partage les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire le souci de voir une Méditerranée préservée avec un avenir durable pour la prochaine génération, mais au-delà de la biodiversité aussi, préserver notre diversité culturelle. Je crois que c'est aussi ce qui fait notre force. Donc, pour toutes ces raisons, je suis vraiment ravie d'être présente. Ça a été dit tout à l'heure, bien résumé par Monsieur Chauzy, nous sommes confrontés à des défis majeurs, sans précédent. Le changement climatique, des crises migratoires, des défis politiques, la question de l'eau, la question des pollutions, la réduction de la biodiversité. Moi, je reste persuadée que, évidemment, il y a des solutions locales, mais pour répondre à l'ensemble de ces défis qui sont globaux, il va falloir de la mise en œuvre de dispositifs de coopération novateurs qui jouent sur les réseaux globaux, comme l'évoquait tout à l'heure le président Aragonès lors de la conférence de presse, et qu'il va falloir à un moment donné articuler toutes les initiatives. Un challenge comme celui de vouloir faire de la Méditerranée ce qu'elle a été, c'est-à-dire un espace de vie, de circulation, d'échange, de respect de la biodiversité, ne peut se faire, à mon sens, si on ne travaille que dans son coin ou à quelques-uns, que ce soit à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud. Donc, il va falloir penser un nouveau dispositif. Au comité des régions, effectivement, nous en faisons partie tous les deux avec Pavel Branda, un rapport a été produit sur l'opportunité d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée. J'étais co-rapporteur de cet avis avec Monsieur Droboslavic, qui est croate, et Madame Altunian, qui est de la région sud. Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet en nous disant que oui, c'était le moment, au regard de tout ce que je viens d'évoquer, mais aussi parce que nous avons aussi atteint un certain niveau de maturité, chacun, les uns et les autres, dans nos euro-régions, dans nos programmes Interreg, dans nos différents dispositifs de coopération. Nous avons atteint une certaine expérience et une certaine maturité dans la politique de coopération pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. L'idée n'est pas, bien évidemment, de tout faire d'un coup, et c'est ce que dit le rapport, c'est-à-dire qu'il faut très certainement une approche progressive, il faut un apprentissage collectif, et cet apprentissage collectif, à notre avis, doit se faire en identifiant une problématique, pas partir dans tous les sens, une problématique commune sur laquelle on peut obtenir un consensus et sur laquelle il y a un niveau, un intérêt supérieur. C'est-à-dire qu'au-delà des accords de coopération que les uns et les autres pouvons déjà avoir sur différentes thématiques, il nous faut nous mobiliser collectivement pour défendre une problématique et d'intérêt supérieur. Et je crois qu'il n'y a rien de plus supérieur aujourd'hui et de plus urgent aujourd'hui
que la préservation de la biodiversité en Méditerranée par tous les moyens qui soient. Donc, il faudra très certainement, et j'aime bien le terme d'alliance stratégique, il faudra très certainement du temps, bien sûr, comme ça a été rappelé par M. Baudelaire, mais ça ne nous fait pas peur, je crois, aux uns et aux autres, de la patience, bien sûr. Il faudra, comme l'on dit de manière très, très triviale, enfiler toutes les perles, mais avec un seul et même objectif. À nous de définir cet objectif-là, à nous aussi d'articuler l'ensemble des dispositifs existants, effectivement, Medcop Alliance, l'Arlem, l'Union pour la Méditerranée antérieurement, bien évidemment tout le WestMed, les Interreg, etc., etc. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence, d'ailleurs le terme d'alliance stratégique relève du champ de l'économie, où vous avez des entreprises qui pourtant sont concurrentes sur un marché et se mettent d'accord lorsqu'il s'agit de défendre un intérêt supérieur, notamment en matière de recherche-développement, par exemple. Donc moi, le terme me va très bien. Je crois que c'est le moment. Je crois que nous avons atteint un certain niveau d'expérience en matière de coopération pour faire en sorte de définir cette problématique commune et défendre ensemble, évidemment, l'intérêt conjoint que nous avons dans la perspective de défendre un bien commun, parce que la réalité, c'est celle-là, pour le transmettre à la génération future. Merci, Madame Cartier. Et la transition est toute faite. On a parlé avec M. Baudelaire donc, que la décision n'était pas entre les mains de la Commission, mais nous avons la chance d'avoir un représentant du Parlement européen qui, justement, dans le rapport actuel qu'il présente à la Commission, au Parlement européen, traite de l'impact de la politique de cohésion sur le bassin méditerranéen et comme axe majeur pour cette politique, une stratégie macro-régionale. Donc, M. Alfonsi nous fait l'honneur d'être là. Votre vision, après avoir écouté nos partenaires des régions, du pourtour méditerranéen et du centre de l'Europe, comment vous voyez donc cette stratégie et pourquoi maintenant il faut ne pas attendre? Bien, merci de l'invitation. Oui, j'ai bien entendu le propos de M. Baudelaire quand il disait une stratégie macro-régionale suppose d'identifier les plus-values qu'elle apporterait. Moi, je lui demanderais simplement d'ouvrir les yeux et de regarder les moins-values que l'on a sous les yeux de l'absence d'une politique coordonnée au niveau de l'Europe sur l'espace méditerranéen. M. Chauzy l'a décrit tout à l'heure en termes de prolifération des déchets plastiques en Méditerranée. On pourrait décliner ça sur l'état d'évolution des zones protégées et de la biodiversité. Dans ma commune, qui a le privilège d'accueillir une des zones protégées les plus intéressantes d'Europe, j'ai découvert stupéfait qu'il y avait désormais des drones sous-marins et que depuis certains yachts, on était capable d'aller perturber la biodiversité par moins 50 ou moins 100 mètres. Bon. Et nous sommes face à une amplification des problèmes qui est considérable et vous avez tous sous les yeux, je pense, les cartes qui sont parues cet été sur l'impact du réchauffement climatique qui est en Méditerranée, 20% plus élevé qu'il ne l'est dans les autres territoires. Et on sait que tout cela aura des conséquences sur la ressource en eau, que tout cela aura des conséquences sur les catastrophes naturelles, et notamment les incendies. Donc, que fait-on? Est-ce qu'on observe ces moins-values s'ajouter ou est-ce qu'on essaye de faire quelque chose? Alors, que peut-on faire? Moi, j'ai été député européen de 2009 à 2014, j'ai été réélu là en 2019, et j'ai pensé utile d'appliquer en Méditerranée des modèles qui sont des modèles plutôt informels. La stratégie macro-régionale est plutôt un modèle informel qui s'est appliqué dans le nord de l'Europe et qui doit pouvoir s'exercer ici aussi en Méditerranée. Car moi, ce que je veux rappeler aux autorités européennes en général, à mes collègues parlementaires, mais aussi à la Commission et au Conseil, c'est que l'Europe porte la responsabilité de la moitié de l'espace méditerranéen. Il y a 110 millions d'Européens qui vivent au bord de la Méditerranée, un quart de la population, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, on observe déjà, moi je vis dans une ville portuaire, Ajaccio, je n'ai pas le même niveau de protection de l'air par rapport à la pollution marine que ce qu'a un Européen d'Anvers ou de Rotterdam qui bénéficie de la zone ECA en mer Baltique ou en mer du Nord. Donc, il y a quand même quelque chose qui est préoccupant en termes de responsabilité politique. Et la responsabilité politique de coordonner les acteurs
de la Méditerranée, c'est une responsabilité européenne. C'est évidemment la responsabilité de chaque État membre concerné. On sait nos difficultés. On sait que ni Madrid ni Paris ne sont des villes méditerranéennes. Bon, et que ça ne pas facile d'amener ces gouvernements à être un peu plus coopératifs dans l'espace méditerranéen. Mais je crois que ce que l'on fait au Parlement européen, à la suite du Comité des régions et en parfaite coopération, c'est de lancer un appel. On ne peut pas rester inerte face à l'évolution des choses que l'on observe en Méditerranée. Alors, on a 1000 raisons de penser que ça sera difficile. On sait que la rive sud est aujourd'hui beaucoup plus agitée qu'elle l'était il y a 20 ans, que c'est compliqué de faire une coopération entre Maroc et Algérie, que la Libye, c'est pas très engageant non plus. Bon, on sait tout ça. Mais à ne rien faire, on abandonne 110 millions d'Européens à une situation qui va aller en se dégradant très vite et très gravement, car le réchauffement climatique, ce n'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose que l'on a constaté avec des catastrophes nouvelles sur nos littoraux en Corse, des catastrophes nouvelles dans les forêts et dans les montagnes de nombreux pays, en Grèce, en Catalogne et ailleurs. Et je crois qu'on ne peut pas rester sans réaction. Et donc, certes, il faut du temps, mais il faut se presser. Je pense que si on ne se presse pas, on passe complètement à côté des obligations de la protection et de l'avenir des populations que nous représentons ici et qui vivent dans un des espaces qui aujourd'hui connaît, par la pression démographique, par l'évolution de certaines activités comme le tourisme, par la prégnance du réchauffement climatique, des évolutions qui vont être extrêmement graves si on reste les bras ballants. Donc, certainement, et si tout le monde s'attend, si la Commission attend que le Conseil, qui attendra que la France, qui attendra que la Corse, qui attendra que la commune d'Auxanne, ils finissent par dire oui, je veux dire, si tout le monde s'attend, il n'y a personne qui démarre. Ça, c'est quand même la règle de toute l'action politique. Et donc aujourd'hui, arrêtons de nous attendre et démarrons quelque chose. En tous les cas, c'est l'appel qui sera certainement lancé par le Parlement européen à la suite du Comité des régions dans les semaines qui viennent. Merci, Monsieur Alfonsi. Monsieur Denaja, on a entendu cet appel à ne pas attendre en tant que encore présidence de l'Eurorégion et représentant la région Occitanie. Les présidents vont présenter une déclaration sur cet engagement par rapport à cette stratégie macro-régionale. Après avoir écouté nos intervenants, quelle est votre vision et comment vous voyez les prochaines étapes et en tout cas, quel est le contenu de cet engagement des membres de l'Eurorégion? D'abord, merci de me donner la parole. Effectivement, bon, vous avez rappelé les qualités au titre desquelles je m'exprimais. Je voudrais quand même pouvoir employer un ton très personnel en tant que Méditerranéen, moi aussi, venant d'un autre port de Méditerranée, celui de Sète, parce que je me disais finalement que l'impatience montait crescendo. Et alors, j'ose pas trop surenchérir, mais voilà, je crois vraiment, pour le dire brutalement, mais sincèrement, le temps de l'indifférence et du mépris de la Méditerranée, c'est fini. Parce que c'est une mer et c'est un espace, oui, qui souffre du mépris des États membres qui eux-mêmes ont un littoral méditerranéen et de l'Union européenne. D'abord parce qu'au-delà des défis climatiques, etc., qui ont été rappelés très justement à l'instant, l'Europe, elle n'est pas fière dans cet espace, de la manière dont ses propres valeurs humanistes sont bafouées par elles-mêmes. Parce que la Méditerranée, c'est d'abord aujourd'hui un cimetière marin. Et ici, dans cet hôtel de région, on aime à rappeler aussi l'engagement qui est celui d'ailleurs de la région Occitanie pour soutenir des associations comme SOS Méditerranée. Donc, il y a des instances étatiques, supranationales qui sont mal à l'aise avec la Méditerranée. Nous, on est très à l'aise et on dit effectivement, comme ça vient d'être dit, qu'il est temps d'agir. Et l'Eurorégion, justement, c'est aussi ce cadre de réflexion commun qui a montré aussi par son expérience, par ses actions concrètes, qu'il était temps d'agir concrètement. Et donc ça, je crois vraiment que c'est ce que souhaitent dire tout à l'heure nos présidentes et présidents dans la déclaration qu'ils feront, beaucoup plus mesurée que les termes que j'emploie, mais il n'y a pas de mesure, par contre, dans la volonté qui est affirmée de bâtir cette stratégie macro-régionale. Et là, moi, je rejoins ce qui a été dit par le représentant de la Commission. Il ne s'agit d'ailleurs pas, même s'il faut tenir compte qu'il y a déjà des organisations, puisqu'on est dans l'espace Charles de Gaulle, et pour reprendre une des expressions du président de Gaulle, il ne s'agit pas de créer un énième machin. Un énième truc. Ce qu'il faut, c'est vraiment coordonner l'action des uns et des autres dans cet espace méditerranéen, le faire, comme ça a été très justement dit par notre collègue Maupertuis,
en identifiant un objectif, des actions concrètes, pas se disperser, le faire donc dans l'action, voilà, parce que le temps qui s'ouvre, c'est le temps de l'action. Alors j'espère effectivement que cet appel qui sera encore lancé tout à l'heure par nos présidents et par l'Euro-région elle-même, parce que c'est l'Euro-région elle-même que nous aspirons, nous, à voir catalyser aussi voilà, cette énergie. Nos trois territoires, ils sont unis dans ce cadre-là pour être un fer de lance, justement, cette stratégie macro-régionale qu'on veut évidemment à l'échelle la plus large possible. Et c'est aussi à tous ces jeunes qui sont dans cette salle que j'en appelle, justement, parce que si la Commission attend donc que les États membres la sollicitent, nous-mêmes, nous sollicitons nos États respectifs pour qu'ils aillent dans ce sens-là. Je crois aussi qu'on a besoin du soutien, justement, des citoyens et des jeunes, notamment, qui ont conscience que les temps administratifs, institutionnels, politiques sont souvent trop longs par rapport aux urgences, l'urgence climatique notamment. On ne peut pas dire dans les mêmes réunions la mer Méditerranée est cet espace où justement le GIEC identifie que le réchauffement et ses effets sont les plus prégnants et les plus rapides aussi. Parce que les horizons, là, ils ne sont pas à 2100, mais ils sont souvent à 2040, 2050, sur notamment, je pense, à l'enjeu de la submersion marine. Et dans le même temps, dire il faut être patient, même si je sais qu'il faut souvent l'être dans ces domaines-là. Donc voilà, c'est aussi cette impatience que je voulais un peu librement exprimer avant que nos présidents tout à l'heure s'expriment dans un langage plus châtié et qui dira simplement que nous aspirons à ce qu'effectivement cette stratégie macro-régionale se mette en place et l'Euro-région souhaite y prendre humblement mais sincèrement et volontairement toute sa place. Merci, Monsieur Le Naja. On va faire un dernier tour de table. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Justement, on a les jeunes à la salle. On parle d'avenir. Nous avons une feuille de route au niveau de leur région jusqu'à 2030. Mais au regard de ce qui s'est dit, au regard de la patience, de l'impatience, de l'urgence, de ce qu'il faut faire, comment on devrait le faire, votre vision et un tour de table rapide en 2 minutes, c'est qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'il faut faire et comment vous imaginez 2030 ou quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes qui vont être ceux qui, en 2030, prendront le relais pour justement que ces idées que nous mettons depuis 20 ans ou 30 ans, comme disait Joseph Canals en 92, Rio, 96, depuis très longtemps, on parle des crises climatiques. Monsieur Baudelet, le message que vous souhaitez faire passer à la fois à nos représentants régionaux de collectivités européennes et à nos jeunes ici dans la salle. Déjà, je vais prendre 30 secondes sur les 2 minutes pour dire quand même trois choses. D'abord, j'ai pris note de tout ce que vous avez dit. Croyez-moi, je fais mon travail honnêtement en tant que fonctionnaire, mais je le fais honnêtement. Donc, j'ai pris note de tout ce que vous avez dit dans sa forme brute, donc les citations et tout. Donc, je le ramènerai à Bruxelles, soyons-en certains. Deuxièmement, on ne peut pas dire non plus que rien n'est fait. Je veux dire, pour les plastiques, par exemple, j'ai travaillé un peu sur le sujet. Il y a des directives qui existent, il y a des choses qui sont interdites, il y a des choses qui sont obligatoires. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Ensuite, il y a quand même des financements conséquents, notamment au travers du FEDER, au travers des programmes Interreg, et c'est aussi aux régions de prendre leur part et de faire du mieux avec ces fonds. Troisième point, il existe l'Union pour la Méditerranée. La question à laquelle il va falloir répondre, c'est pourquoi est-ce que l'Union pour la Méditerranée ne marche pas? C'est que quand on aura répondu à cette question-là, qu'on pourra éventuellement réfléchir à autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui existe, qui a été constitué aussi politiquement à haut niveau, etc., avec les États membres, avec l'Union européenne. Donc, il faudra répondre à cette question à un moment ou à un autre. Répondre 1 minute 30, la vision pour 2030. D'abord, une mer propre. Moins de pollution marine, les plastiques, les déchets, les eaux usées, une biodiversité préservée et une pêche qui est durable. Deuxièmement, une bonne adaptation aux effets du changement climatique. C'est vrai que dans la Méditerranée, c'est particulièrement important. L'érosion des côtes, les feux, les inondations, la sécheresse, ça a des impacts sur l'agriculture, sur la qualité de vie, sur les migrations et tout, sur la gestion des risques. Troisième élément, une économie prospère, parce qu'il y a quand même des potentiels en matière d'économie bleue. Il y a des potentiels en matière d'agroalimentaire de qualité, de tourisme et de culture. Là, un tissu de PME qui est quand même assez dense. Et donc, c'est aussi une région qui peut bénéficier à plein de la transition numérique. C'est aussi une région qui a des sources d'énergie potentiellement locales et vertes, notamment le solaire, l'éolien et donc
l'hydrogène vert. On peut aussi travailler sur les transports propres et plus efficaces, moins de pollution parce que souvent on utilise des bateaux, souvent on utilise l'avion, souvent on utilise la voiture, tout ça, ça pollue. Donc peut-être qu'il y a du travail là-dessus. Désenclavement de certains territoires comme les îles, une cohésion territoriale importante entre l'Est et l'Ouest, le Nord, le Sud, les îles, les régions montagneuses, les zones rurales et les zones urbaines. Et enfin, c'est important, et c'est bien qu'il y ait des jeunes aujourd'hui aussi, de travailler sur l'implication des citoyens. C'est ce que nous, on essaie de faire toujours dans nos politiques. C'est un axe qui est en train de se développer, mais très important, impliquer les citoyens dans les politiques publiques. Moltíssimes gràcies per aquest resum. Merci beaucoup pour ce plan d'action, hein, ces perspectives, stratégie, voilà, que déjà M. Baudelaire nous a dessiné. I doncs, senyor Canals, veient una mica totes les intervencions. Monsieur Canals, en voyant les interventions, les machins, en quelques mots, quelle serait la Méditerranée que vous voudriez pour les associés de la MEDCOP et l'Euro-région? Quel message, s'il vous plaît? Donc, pour ne pas me répéter dans les objectifs qui sont tous les mêmes, ma mer propre, moins de déchets, décontaminés, dépollués, une protection de la biodiversité, réduction des inégalités, je ferai attention aux moyens, aux autorités locales, pouvoir qu'elles doivent pouvoir avoir. Les mérites sont les éléments de change pour changer ces politiques d'eau, d'énergie, de déchets, pas que ce soit l'État. L'efficience, l'implantation par les autorités locales non étatiques. Les citoyens doivent avoir ce pouvoir-là, que les changements sont nécessaires, indispensables, ne seront pas populaires. Nous devons prendre conscience que la société où nous changeons certaines habitudes, certaines manières de consommer, de certaines manières d'être en relation avec l'environnement, tous ces discours, s'ils ne sont pas mis en pratique, nous devons prendre ce pouvoir, participer aux questions publiques avec les autorités locales qui doivent commander, pas isolées, mais en lien avec la société, les mairies. Moi, j'ai été maire et je sais que les maires ont été des citoyens qui se sont impliqués dans la chose publique et qui continuent à travailler pour leur société. Cette connaissance, cette proximité avec la société doivent permettre de changer pour cet objectif de 2030 que nous désirons tous. Europe, so for you. Pour vous, quelle est la vision de l'avenir quant à l'implication des jeunes, des citoyens, avec votre expérience et en tant que participant, membre de l'ancienne Europe de l'Est, quel message vous avez, quel message vous voulez faire passer au public et aux jeunes par rapport au futur, à l'avenir? Basé sur mon expérience, quand je parle à mes collègues de l'université, quand je parle à mes voisins, il y a deux types de personnes. Les gens qui sont focalisés sur leur propre activité, leur propre vie et qui ne peuvent pas voir plus loin que la mer, même pas plus loin que la montagne en ce qui concerne les Pyrénées. Ils sont tournés sur eux-mêmes. Mais il y a des gens qui ont une vision plus grande et nous en faisons partie aujourd'hui. Donc, je souhaite que cette appartenance à un espace commun plus grand gagne d'autres régions et des villages, mais se propage à tous les citoyens pour qu'il y ait la création d'une nouvelle identité, de faire partie d'un endroit unique. Et quand je viens ici, c'est ma partie la préférée de l'Europe. Si je voulais choisir l'endroit pour mes vacances, je parlerai de Majorque. Donc, leur dire à quel point cette région de l'Europe
et comment on peut la préserver pour leurs enfants et les générations à venir. On voit la chaîne des Pyrénées, vérité au-delà, erreur en deçà, ça disait un philosophe français. Vous, de votre vision, qu'est-ce que vous... Un filòsof francès deia que les veritats canvien segons que siguem al nord o al sud dels Pirineus. Per vos, com veieu aquests canvis amb l'horitzó 2030? Jo Non, parce que je pense que nous fonctionnons à peu près tous sur les mêmes ressorts. Notre engagement, il est de travailler non pas pour nous, ni pour nos enfants, mais pour tous les enfants. Et pour toute cette génération qui va arriver et à laquelle nous voulons laisser une Méditerranée multiculturelle, où il y a des mécanismes de solidarité, où l'on peut circuler. Moi, je ne voudrais pas aussi que l'on oublie au cours de notre débat un peu européocentré la rive sud. On ne pourra rien faire en Méditerranée, y compris d'ailleurs dans le domaine des pollutions, de la pollution et de la pollution plastique, sans un dialogue nord-sud renouvelé. Et je crois que le dialogue nord-sud renouvelé, qui est un grand concept de politistes et de politologues, tout simplement peut passer par des actions concrètes. Des fois, nous, à l'Arlem, par exemple, l'association des collectivités locales européennes et méditerranéennes, on travaille sur des choses très, très concrètes qui, au-delà des grands concepts et des grands messes des États membres, permettent de régler un certain nombre de questions du quotidien, voilà, posées par des femmes, des jeunes, des artisans, pour régler un certain nombre de choses. Donc, une Méditerranée pour le futur multiculturelle, où l'on circule en toute liberté, solidaire, où il y a toujours de l'olivier et de la vigne, parce qu'avec le réchauffement climatique, on ne sait pas trop comment ça va se passer, de l'eau potable, bien sûr, ça va être un grand sujet, et une Méditerranée où il y fait bon vivre et où, je l'espère, la jeune génération, la génération future, sera bien évidemment, vivra heureuse et vivra en paix. Voilà, merci. 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 Votre impatience, Monsieur Alfonsi, pour 2030. Mais 2030, c'est demain matin. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et aujourd'hui, sommes-nous à la hauteur des défis? Voilà, c'est ça la question que les politiques doivent se poser. Sommes-nous à la hauteur des défis? Est-ce qu'aujourd'hui, on développe, au profit des 110 millions d'Européens qui sont méditerranéens, les moyens politiques pour que, en 2030, leurs enfants ne soient pas face à une situation dégradée? Moi, je constate 2030, c'est le temps de 2 mandats européens, c'est ce qui me sépare de mon précédent mandat, et je constate que les choses se sont dégradées. Et elles vont continuer à se dégrader, c'est obligatoire, puisqu'on ne prend pas la mesure. Et je pense que ça, c'est le premier message qu'il faut faire passer. Prenez la mesure. Deuxième message, vous êtes responsable. L'UPM est en échec. Très bien, mais est-ce que cela enlève la moindre parcelle de responsabilité de l'Union européenne sur la partie du bassin méditerranéen, donc elle a la responsabilité? Les États membres, il y a aussi la Grèce, il y a aussi Chypre, il y a aussi l'Espagne, il y a aussi l'Italie. Et voilà, donc que faisons-nous? Attendons-nous que l'Union pour la Méditerranée se réveille? On va attendre un demi-siècle. Dans un demi-siècle, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà, moi, c'est les messages que je veux faire passer. Il y a eu une communication en 2021 de la Commission par rapport à la Méditerranée, que j'ai trouvé un changement de ton, il y a une prise de conscience. Et j'attends maintenant que la Commission s'associe au Parlement européen, s'associe au Comité des régions et dise aux États concernés, on ne peut pas rester inerte. Merci. Je crois que le message est clair, Monsieur Alfonsi. Monsieur Denajac, votre vision, donc, 2030 et au-delà, quels seraient les messages que vous souhaitez faire passer à la fois à nos jeunes, mais aussi comment vous imaginez cette eurorégion qui aujourd'hui devient de plus en plus un acteur majeur de la Méditerranée, reconnu aussi au niveau européen et qui pourrait avoir son rôle à jouer dans cette stratégie, mais aussi participer à un avenir, on va dire, plus positif et essayer de faire face à ces crises nombreuses que viennent de présenter nos intervenants. Souvent, vous savez, dans ce genre de réunion, comme là à l'instant, je me dis que je n'ai pas grand-chose à ajouter, par exemple, à ce qu'a dit ma collègue corse.
Mais ça m'arrive souvent quand vient de parler un collègue des Baléares ou quelqu'un de Catalogne. Parce qu'il y a quand même au moins, heureusement déjà, une conscience partagée du moment dans lequel nous sommes, de l'espace dans lequel nous vivons et des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a quelques années, c'était peut-être pas nécessairement le cas. Donc il y a quand même aujourd'hui cette espèce d'urgence là qui pèse sur les uns et les autres qui fait qu'on a le sentiment qu'il faut que quelque chose se passe déjà. Donc, c'est ce que diront nos présidents tout à l'heure dans leur déclaration, mais évidemment, il ne faudra pas s'en tenir aux mots. Hein. Voilà, ce que je comprends finalement, c'est que ce qui compte, ce n'est pas tellement l'union pour la Méditerranée que l'unité méditerranéenne, l'unité des peuples méditerranéens. Donc, la question des organisations, effectivement, il faut arriver peut-être à la mettre de côté parce qu'il ne s'agit pas de bâtir une énième organisation. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me répète parce que ce qui compte, c'est l'action. Donc, il faut trouver le sujet par lequel on commence à agir. Et l'Euro-région, par exemple, puisque c'est à ce titre-là que je m'exprime, c'est un de ces acteurs qui peut justement, ne serait-ce qu'à notre échelle ici, dans l'Ouest méditerranéen, eh bien, participer à des actions concrètes. Voilà. Donc, déterminons une action concrète, un plan d'action, voilà, avec l'action numéro 1. Et on verra plus tard ce que sera l'action numéro 2 et ce sera l'action numéro 3. Je me disais même peut-être que la stratégie, on n'a qu'à le faire en mode bottom-up plutôt que dans le sens inverse. Nous n'intellectualisons pas finalement ce qu'est cette stratégie macro-régionale. Commençons à la faire et puis on verra peut-être comment elle se dessine. Bon. En tout cas, je crois que c'est comme ça que peut-être en étant un peu pragmatique, on pourrait commencer à faire en sorte qu'on ne désespère pas justement, par exemple, les jeunes qui ici sont en train de fabriquer cette citoyenneté et européenne et méditerranéenne. Et effectivement, il ne faut pas oublier la rive sud. La présidente de la région Occitanie sera d'ailleurs la semaine prochaine au Maroc. Ben, c'est aussi parce que effectivement, nos liens avec l'Afrique et avec l'Afrique du Nord en particulier, le Maroc pour nous ici en Occitanie, ils sont vraiment des liens essentiels et fondamentaux. Voilà, c'est la rive nord et c'est la rive sud, c'est la question des relations que veut ou pas avoir l'Union européenne avec le continent africain. Bon, et n'oublions pas non plus les logiques entre l'Est et l'Ouest du bassin méditerranéen. Voilà, moi, ce qui m'a frappé il y a quelques mois en me rendant au Liban, par exemple, c'est de voir aussi, par exemple, les pollutions plastiques à Beyrouth. On sait que malheureusement, ils ont bien d'autres sujets que celui-ci auxquels ils doivent s'affronter depuis quelques années. Mais on a conscience tout de suite que ce sachet plastique, je ne sais pas d'où il venait. Hein. Peut-être qu'il venait même d'un des supermarchés français, italiens ou espagnols. Bon. Donc vraiment, c'est un tout petit espace en réalité. Mais moi, ce qui me rend souvent très confiant, c'est que je suis à la fois lucide, parfois un peu inquiet. Et en même temps, j'ai vraiment toujours la conviction que cet espace, il peut être une espèce de, non pas de modèle, mais enfin quand même si d'espace exemplaire pour le monde entier, parce que d'abord, c'est un espace particulier où se confrontent justement tous les enjeux civilisationnels, les enjeux du temps présent et du temps futur, mais le futur, il a commencé hier. Et donc vraiment, je crois vraiment qu'il peut se passer des choses ici, voilà, qui soient stimulants en fait en réalité. Et je crois notamment pour les jeunes, parce qu'il va s'inventer le monde de demain. Il peut s'inventer en Méditerranée. Et du côté de la Commission européenne, notamment pour boucler un peu cette espèce de boucle, je crois qu'on aurait tendance à, si on regardait plus souvent vers le sud, on y verrait des sources d'inspiration beaucoup plus grandes qu'on ne l'imagine parfois. Voilà. Donc, regardez en tout cas vers l'Euro-région. On a ici des talents qui s'expriment. Et merci à toutes et à tous pour votre participation, en tout cas, à cette très, très stimulante table ronde, justement. Merci. Je crois que on peut l'applaudir et applaudir l'ensemble de nos intervenants. C'est aussi une reconnaissance et je souhaitais aussi, au nom des équipes de l'Eurorégion, des techniciens, vous remercier de votre présence. On sait que vous êtes avec des agendas très pris, d'être venus nous voir à ce moment important pour nous aussi, une reconnaissance du travail fait, la Commission, le Parlement, nos membres des comités des régions, nos alliances stratégiques déjà existantes avec la MEDCOP Alliance sont le signe que nous sommes sur le bon chemin, Monsieur Alfonsi, et je vous partage votre impatience et je crois que les jeunes qui vont tout de suite après vous nous présenter des pistes d'action, j'en suis sûr, pourront rebondir sur vos réflexions et votre expérience conjointe. Merci encore de votre soutien et on a entendu M. Baudelet qui allait faire passer certains messages. M. Alfonsi présentera ce rapport au mois de mars et j'en suis sûr que ça sera aussi un bon moment d'aller vers la future présidente de l'Union européenne espagnole où on essaiera avec nos amis membres des îles Baléares et de la Catalogne, essayons de faire que la Méditerranée soit une des priorités de la prochaine présidence, puisqu'à l'heure actuelle,
elle ne l'est pas. Donc, c'est un des challenges et on compte aussi sur nos partenaires pour relayer ça. Merci encore à vous toutes et tous. Le temps qu'on change, on va les applaudir. Je vais faire la transition le temps que nos élus arrivent. On va passer, et donc je remercie bon retour à ceux qui doivent prendre des avions. Je sais que, merci à Madame Maupertuis, à Monsieur Baudelet.